Bienvenue à toutes et à tous. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre virtuelle FLE animée par Isabelle Barrière et intitulée « Impliquer ses apprenants pour être prêts à parler ». L'objectif d'aujourd'hui donc est de parler de notre nouvelle collection pour grands adolescents et adultes prêts à parler, dont les 2 premiers niveaux sont déjà publiés. D'ailleurs, je les ai avec moi. Voici les ouvrages. Donc, vous avez le niveau A1 en bleu et le niveau A2 avec cette belle couleur verte. Donc, tous les 2 sont déjà disponibles. Aujourd'hui, nous avons demandé à Isabelle Barrière d'intervenir pour qu'elle apporte son regard externe, puisque, en effet, Isabelle n'est pas co-autrice de la collection, et surtout qu'elle intervienne en sa qualité d'experte en pédagogie active. Isabelle est formatrice FLE, formatrice de formateurs, ingénieure pédagogique et de formation depuis plus de 25 ans. Elle a enseigné le FLE dans plusieurs pays européens, elle a formé de nombreux enseignants et responsables pédagogiques et elle a participé à de nombreux projets. Elle est également conceptrice pédagogique et publie des ressources sur son site isabellebarrière.eu. Elle est spécialisée notamment dans l'intégration des TIS, donc dans les pédagogies actives, la mise en place de projets pédagogiques et la formation à distance. Alors Isabelle, nous nous connaissons depuis de nombreuses années, mais c'est vrai que dernièrement, nos chemins se sont recroisés. Isabelle a notamment animé un atelier dans le cadre de notre dernière rencontre FLE de Madrid, donc notre rencontre présentielle. Elle a animé un atelier sur la création d'un journal multimédia et c'est un plaisir de la faire intervenir aujourd'hui à distance dans ce format de rencontre virtuelle FLE. Donc, merci Isabelle. Et donc, je vous laisse en sa compagnie et nous nous retrouvons dans environ 50 minutes, d'accord, pour un temps d'échange. À tout à l'heure. Merci Séverine. Je suis aussi ravie de participer, d'animer cet atelier ou cette rencontre virtuelle FLE. Alors, j'espère que vous êtes toutes et tous, très en forme parce que ça va être interactif. Vous allez devoir interagir avec moi et répondre à des questions, alors pas par oral puisque vous ne pouvez pas parler, mais via chat et même sondage. Donc la première question, voilà, ça vient. On y arrive. Voilà la question à laquelle vous allez répondre dans le chat. Je vais vous laisser quelques instants pour pouvoir y répondre. Pour vous, qu'est-ce qu'un réflexe communicationnel? Donc, vous ouvrez le chat, la discussion, et je vous laisse quelques instants pour répondre à cette question. Qu'est-ce qu'un réflexe communicationnel pour vous? Alors, ne cherchez pas sur Google parce que je ne pense pas qu'on puisse trouver la réponse. Alors, on a interaction, répondre à une salutation comme exemple. Réponse automatique. Dire rapidement ce qu'il faut dire. Répondre de manière laconique, expression toute faite. Capacité à réagir de façon appropriée. Réagir automatiquement de manière orale. Réponse conditionnée à un stimuli. Répondre automatiquement dans un échange spontané. Ça va très vite, donc j'essaye de repérer des éléments. Être capable de s'engager dans une conversation. Répondre automatiquement encore. Oui, voilà. En fait, c'est ça, le réflexe communicationnel, c'est pouvoir répondre tout de suite de manière automatique à un élément, à une question, voilà, sans forcément comprendre le fonctionnement de l'ensemble de cette réponse. Donc, en général, ce réflexe communicationnel est composé d'un mot, d'une phrase, d'un petit segment de phrase ou d'un élément syntaxique ou grammatical qui peuvent être associés les uns aux autres. En général, cela forme un tout. Et puis, on n'en étudie ni la structure ni le mode de fonctionnement, du moins au niveau A1, puisque moi, là, pour l'instant, je vais m'appuyer sur prêt à parler du niveau A1, donc on n'étudie pas les structures de tout ce que l'on apprend, et dont la construction sera découverte ou comprise plus tard. Si vous avez fait l'expérience d'aller dans un pays étranger et de commencer à plus ou moins communiquer dans la langue,
au début, on répond de manière automatique avec des éléments que l'on a plus ou moins compris. Et puis plus tard, on en comprend l'information. Et on est tout content d'en comprendre l'information plus tard, en fait. Donc, quelques exemples, vous avez déjà bien répondu dans le chat. Donc, on a par exemple la réponse à bonjour, bonjour, réflexe automatique, comment ça va, ça va. Même si ça ne va pas bien, en général, on répond ça va. Que faut-il pour faire des crêpes? Donc ça, c'est une réponse un peu plus longue, mais on va répondre automatiquement, il faut du, de la, etc. Donc là, on a un segment de phrase tout prêt et on ne va pas s'interroger s'il faut utiliser le masculin, le pluriel ou s'il faut utiliser l'article partitif ou autre chose. C'est un réflexe. Et qu'avez-vous mangé à midi? Ça, c'était une question que je posais régulièrement à mes apprenants de niveau 1, même au tout début. Hein. Qu'est-ce que vous avez mangé à midi? Et je leur avais appris, j'ai mangé, sans expliquer du tout la formation. Et ils me répondaient, j'ai mangé, j'ai mangé, j'ai mangé. Et quand ils ont compris la formation, ils étaient tout contents de savoir utiliser avant d'avoir compris comment ça fonctionnait. Donc, ces réflexes, en fait, sont très importants pour la communication et vont être très présents dans prêt-à-parler. Autre élément, alors je passe un peu du coq à l'âne, mais on va y revenir après. C'est le fil rouge, en fait. Bloom et ses activités cognitives. Donc, je suppose, j'espère que vous connaissez peut-être Bloom, plus ou moins. Donc, Bloom est un pédagogue du XXe siècle, il a fait tout le XXe siècle quasiment, et qui a ordonné, qui a théorisé, en fait, on va dire, les activités cognitives, les opérations intellectuelles qui sont mises en place lors de l'apprentissage. Donc, il en a repéré 6 qu'il a ordonné de la plus simple à la plus complexe. Donc là, vous allez réagir dans le sondage. Donc, il y a un sondage qui va s'ouvrir. Donc, vous allez avoir la petite fenêtre qui va apparaître et vous allez, première chose, quand la fenêtre du sondage va apparaître, voilà, elle apparaît, vous la poussez à droite pour pouvoir voir la diapositive en entier. Et vous allez devoir choisir l'ordre des activités telles que Bloom l'a théorisé. Donc, l'ordre de ces activités que je vous propose, vous avez 6 propositions, sont les suivantes. Donc, proposition numéro 1, qui va arriver. Voilà. Connaissance, application, compréhension, évaluation, analyse, synthèse. Deuxième proposition, connaissance, application, évaluation, synthèse, analyse, compréhension. Troisième proposition, évaluation, connaissance, application, compréhension, analyse, synthèse. Quatrième proposition, évaluation, synthèse, analyse, application, compréhension, connaissance. Cinquième proposition, connaissance, compréhension, application, analyse, synthèse, évaluation. Pour le dernier, et pas compréhension, c'est une petite erreur, évaluation. Et dernière proposition, analyse, synthèse, connaissance, application, compréhension, évaluation. Donc, ce sont toujours les mêmes opérations, mais dans un ordre différent. Donc, il faut trouver l'ordre tel que Bloom l'a théorisé, de la plus simple à la plus complexe. Donc, je vous laisse quelques instants pour répondre, pour choisir la réponse qui vous paraît correspondre, en fait, à l'ordre de Bloom. Donc, de l'opération la plus simple, l'opération intellectuelle la plus simple, vers la plus complexe pour l'apprentissage. En sachant que dans la cinquième, la dernière, c'est évaluation. Donc, connaissance, application, compréhension, évaluation, analyse, synthèse. Connaissance, application, évaluation, synthèse, analyse, compréhension. Ou évaluation, connaissance, application, compréhension, analyse, synthèse. Ou bien évaluation, synthèse, analyse, application, compréhension, connaissance. Ou bien connaissance, compréhension, application, analyse, synthèse, évaluation. Ou bien analyse, synthèse, connaissance, application, compréhension, évaluation. Encore quelques instants.
C'est bon? Alors, nous avons réponse 3 et réponse 4, 0. Hein. 9% pour la réponse 1, 18% pour la deuxième proposition, 45% pour la cinquième proposition et 27% pour la sixième proposition. Alors, nous allons voir tout de suite la proposition de Bloom. Donc voilà, en 1956, Bloom a ordonné donc ces opérations intellectuelles sous forme de pyramide, donc de la plus simple à la plus complexe: connaissance, compréhension, application, analyse, synthèse et évaluation. Donc la connaissance, c'est tout ce qui est mémorisation, apprentissage par cœur, restitution dans les mêmes termes que ce que l'on a appris. La compréhension, c'est reformuler ce que l'on a appris. Donc on a compris, on peut reformuler avec ses propres termes. L'application, vous pensez aux exercices de maths ou aux exercices de grammaire où on va appliquer une règle pour pouvoir résoudre le problème. L'analyse, alors l'analyse, on a un ensemble et on va essayer de repérer les idées qui forment cet ensemble. La synthèse, c'est un peu le contraire. On a plein d'idées et on les regroupe pour faire, en général, c'est de la rédaction en fait d'un texte à partir de toutes ces idées que l'on a. Et l'évaluation, c'est porter un jugement qualitatif sur quelque chose. Donc ça, c'est la pyramide, la taxonomie, puisque c'est son nom d'origine, qui a été réévaluée ou retravaillée en 2001 par les disciples de Benjamin Bloom. Donc, en fait, finalement, peu de choses ont changé. Connaissance, compréhension, application sont toujours présentes. L'analyse est toujours là. Par contre, on a l'évaluation qui est descendue d'un cran et la création qui apparaît. Parfois, on trouve analyse, évaluation et création sur la même ligne. Donc, la pyramide a la ligne de tête, mais les trois opérations restent sur la même ligne puisqu'on peut les intervertir assez souvent. Et en 2015, la pyramide s'inverse. Allez, on passe, voilà, change un petit peu de forme. Et donc, on retrouve en bas l'inverse, en fait, création, évaluation, analyse, application, compréhension et connaissance. Pourquoi 2015? Eh bien, c'est ce que l'on va voir tout de suite, en fait. De manière traditionnelle, on utilise les trois premières opérations intellectuelles, connaissance, compréhension, application, en classe. En classe, on apprend, on fait des exercices de mémorisation, on fait des exercices de compréhension, des exercices à trous, des exercices de reformulation et des problèmes ou des exercices de grammaire pour réappliquer tout ce que l'on a appris. Et l'analyse, l'évaluation, la création, donc tout ce qui est rédaction, on le fait à la maison en devoir. En 2015, en fait, avec l'apparition des classes inversées, on a tout inversé. La théorie, donc tout ce qui est connaissance, compréhension, application, c'est à la maison, avant ou après. Et tout ce qui est manipulation, finalement, de ces concepts se fait en classe. Donc, ma question pour le chat, donc toujours quelques instants dans le chat pour y répondre. Quelles opérations intellectuelles, je vous ai donné quelques indices là, impliquent réellement les apprenants? Parmi ces 6 opérations intellectuelles, quelles sont celles qui vont impliquer vraiment les apprenants dans leur apprentissage? Donc, pareil, quelques instants pour y répondre. Juste noter le nom de l'opération intellectuelle, celle qui vous paraît impliquer vraiment les apprenants. Création, analyse, création. Analyse, évaluation, création, synthèse. Oula, ça va vite. Analyse, création, analyse, application, création, application, création, création, création. La création est dans le top. Hein. Application, compréhension, analyse, création, analyse, synthèse. Oups, j'ai pas eu le temps de tout lire. Application, création. Oui, en fait, ce sont vraiment les dernières opérations. Donc, ça va revenir. Ça va. Hop là, je suis allée trop loin. Voilà. Création, évaluation et analyse qui impliquent réellement les apprenants. L'analyse parce que les apprenants vont réfléchir à partir
d'un document complet, réfléchir pour retirer toutes les petites idées. L'évaluation, parce qu'il faut porter un jugement. Donc, pour porter un jugement, pour avoir un regard critique, il faut être actif sur ce qui se passe. Et la création, bien sûr, parce qu'on a toute l'imagination qui va se mettre en œuvre, la créativité, etc. Donc, ce sont vraiment ces trois opérations intellectuelles qui impliquent les apprenants. Et dans la classe inversée, tout ce qui est analyse, évaluation, création, qui implique vraiment les apprenants, se fait en classe. Donc, on va voir maintenant ce que signifie impliquer. Pour vous, impliquer, donc toujours dans le chat, que signifie impliquer les apprenants pour vous? Parce que c'est bien beau de savoir quelles sont les opérations intellectuelles qui sont mises en jeu, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement d'impliquer les apprenants? Donc, dans le chat, quelques instants pour y répondre. Engager, participer, qu'il soit actif, rendre partenaire. Donc, j'ai vu passer impliquer émotionnellement, que je vais noter. Les faire participer. Ils font des actions pour obtenir un résultat, poser des questions, les intéresser à ce qu'on propose, engager, se sentir concernés. Au centre de leur apprentissage, utiliser les aptitudes cognitives en co-construction, participer, motiver, faire activer les apprenants, prise de conscience, participation, être concerné, être impliqué pour agir, qu'ils soient participants actifs, qu'ils participent sans problème. Oui. En fait, c'est tout ça. Ce sont tous les termes que vous avez utilisés. Engager les apprenants dans quelque chose, les motiver. Alors, ce n'est pas toujours facile, surtout quand le cours a lieu un vendredi, 5 heures de l'après-midi, dernière heure de la semaine, ce n'est pas forcément toujours évident. Rendre actif, rendre acteur, responsabiliser, faire faire. Donc ça, ce sont les termes que vous avez repris, vous. Voilà. Donc maintenant que l'on a déterminé ce que signifiait impliquer, comment les impliquer? Concrètement, comment on va impliquer les apprenants dans leur apprentissage? Donc j'attends vos réponses aussi, en quelques secondes, quelques instants. Comment on va les impliquer concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les engager, pour les rendre actifs? Faire le lien avec leur vécu et leur quotidien, entrer dans leur univers, proposer des projets, correspondre à leurs besoins, utiliser les outils numériques, activités motivantes, jeux de rôle, devinettes, ordinateur, oui, des projets, du travail en groupe, activités ludiques, interactivité, vidéos, chansons, créer des groupes, activités attirantes, motivantes, humour, participation constante, projection, oulala, ça va vite. Contrat d'apprentissage, oui, c'est bien ça. Participer des activités, les faire parler de leur vécu. Oui. Oui, donc, j'ai quelques propositions. Être empathique avec eux, oui, bien sûr. Si on est trop sévère et qu'on agite la règle de bois, c'est sûr que ça ne va pas vraiment fonctionner. Donc, en fait, non, je suis allée trop vite. Donc, c'est par le jeu. On peut les impliquer par le jeu. On peut les impliquer par des activités et des tâches authentiques, par des recherches. Donc, Internet, en fait, on va utiliser Internet ou pourquoi pas des ouvrages aussi dans lesquels ils vont faire des recherches. Une réalisation finale. La créativité. Donc, ça, ce sont des grands termes. Je vais vous donner quelques exemples. En fait, il s'agit d'avoir des activités où il ne faut pas faire semblant. On a Prêt à parler s'adresse à des grands adolescents et à des adultes. Et les adultes, faire semblant, des fois, ça bloque un peu. Donc, il va falloir trouver des activités vraiment réelles et concrètes. Si vous faites, par exemple, un jeu de rôle chez le boulanger, j'ai eu cette idée comme ça, chez le boulanger, à des adultes qui sont professionnels, ça ne va pas forcément bien les motiver. Donc, il va falloir utiliser un cadre réaliste pour pouvoir les engager dans ces activités-là. Alors, quelques exemples un peu rapides pour tout ce qui est compréhension orale ou écrite.
Tout ce qui est de faire écouter, faire lire, faire comprendre en fait avec des questions, ça va aller à la maison. Vous faites faire à la maison. Et c'est le principe de la classe inversée en fait, hein, à la maison. Et en classe, on va faire comparer les réponses en petits groupes. Faire expliquer ce que l'on a compris, ce que l'on n'a pas compris. Si quelqu'un n'a pas fait le travail, pour l'instant, ce n'est pas très grave. À ce niveau-là, ça passe encore. Mais ça va donner envie de faire le travail, puisque de retour en cours, on a une discussion. Alors évidemment, c'est du A1, donc c'est une discussion assez rapide, mais on a quand même cette petite discussion, cet échange qui va commencer à se mettre en place. Pour tout ce qui est production, expression orale et écrite, eh bien, donner un cadre authentique le plus réel possible pour pouvoir mettre en œuvre cette production-là. Donc, proposer de faire des recherches, comme j'ai déjà dit. On peut faire réaliser une carte mentale à plusieurs pour faire des recherches d'idées. Pas forcément des mots, puisqu'au niveau 1, c'est un peu plus compliqué, mais avec des images, avec des dessins, par exemple. On peut très bien faire cette carte mentale de cette manière-là. On peut aussi très bien demander aux apprenants de poser les questions sur le document pour que les autres y répondent. Donc là, vous les engagez. Il y a à la fois de la compréhension, puisqu'il faut comprendre le document pour pouvoir répondre, mais on a aussi tout ce qui est analyse, créativité, pour élaborer ces questions, pour qu'ensuite les autres y répondent. Ils peuvent aussi créer eux-mêmes le jeu. Ce n'est pas simplement vous qui proposez le jeu, ce sont les apprenants qui vont créer le jeu. En fait, il faut que toutes ces activités aient du sens. Pour un adulte ou pour un grand adolescent, il faut vraiment qu'il y ait du sens, que ce soit plausible, et que ce soit acceptable. Il me revient en tête un exemple que j'ai vécu. J'ai fait passer le DELF il y a très longtemps en prison et j'avais face à moi donc, des personnes incarcérées de niveau 1 et on jouait à l'épicier puisque ça faisait partie de l'épreuve du DELF, c'était chez le commerçant. Donc on jouait à acheter avec de la fausse monnaie. Mais la personne que j'avais en face de moi, la personne en prison, donc qui ne pouvait pas sortir, était vraiment morte de rire parce que pour elle, ce n'était pas du tout plausible comme situation. Donc, c'est vraiment ça. Il faut vraiment faire attention aux activités que l'on propose, que ce soit vraiment réaliste finalement. Et pour ça, on a l'approche actionnelle qui va nous aider, puisqu'elle nous dit, cette approche actionnelle, qu'il faut donner un contexte aussi authentique que possible à nos enseignements, aux apprentissages, et que l'apprenant est un acteur social. Donc, vous connaissez ça par cœur. Être un acteur social, c'est en fait appartenir à une communauté, appartenir à un cercle, évoluer dans un cercle, et on a un rôle à jouer dans ce cercle-là, même s'il est minime, même pour les plus timides, mais il y a quand même quelque chose qui se joue dans cet environnement social qu'est la classe. Et on a, pour tout mettre en œuvre, parce que ça c'est un peu théorique, mais pour tout mettre en œuvre, on a les pédagogies actives. Donc les pédagogies actives, c'est tout ce qui rend l'apprenant actif dans l'activité. Ça passe par exemple par le jeu, ça passe par la réalisation d'une carte mentale. La carte mentale, ce n'est pas simplement une stratégie d'apprentissage ou une activité d'apprendre à apprendre, c'est aussi une pédagogie active où l'apprenant est réellement impliqué. Ça peut passer par le tutorat. Les plus avancés, on va dire, ou les plus à l'aise peuvent aller aider ceux qui sont moins à l'aise. Ça peut passer par des exercices de vote, par des tournois, des énigmes, etc. Donc, tout ce qui met en jeu l'apprenant dans son apprentissage. Et tout ça, on peut l'appliquer au français langue étrangère. Donc, c'est ce qu'on va voir. Un petit exemple assez rapide pour la contextualisation, pour vous donner une idée. C'est l'unité 6 dans Prêt-à-parler qui s'appelle la liste de courses, donc sur tout ce qui est alimentation. Donc, cette liste de courses, c'est présent dans toutes les méthodes, mais là, c'est Prêt-à-parler. Elle se présente de cette manière-là au tout début. Et en fait, pour vraiment contextualiser ça, et ne pas faire une liste de courses comme ça en l'air, un peu vague, un peu abstraite, eh bien, on va organiser une fête ou un repas. Mais on va l'organiser vraiment, réellement. À la fin de l'unité ou en cours d'unité, il faut que le repas ait vraiment lieu. Donc, tout ce qu'on a vu, toute la liste de courses que l'on a faite, on va retrouver ces aliments-là en réel, en vrai, en concret, sur sa table, enfin, ou devant soi, et on va manger tout ça. Ça, c'est important.
Alors, ça peut être, vous pouvez imaginer plein de prétextes, hein, ça peut être les anniversaires, ça peut être la journée de la francophonie, par exemple, ça peut être la fête de l'école, ça peut être tout et n'importe quoi, la fête du pain, puisqu'en France, on a la fête du pain, hein, je ne sais plus trop bien quand. Mais voilà, tout prétexte est bon, en fait, pour réaliser un repas en classe à partir de cette unité-là. Si vous avez des professionnels qui peuvent vous rire un petit peu au nez, surtout s'ils ne sont que tout seuls dans le groupe, ça peut être, par exemple, ils vont devoir à un moment donné organiser ou assister à un buffet. Et s'ils assistent à un buffet, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de manger, qu'ils comprennent par exemple les allergènes qui sont compris dans telle ou telle préparation, pour pouvoir éviter de se retrouver éventuellement à l'hôpital à la fin de la réception. Ils peuvent aussi très bien avoir à un moment donné devoir prendre contact avec des prestataires pour commander le buffet. Donc, la liste de courses est nécessaire. Donc, il faut toujours imaginer un cadre réel, réaliste, dans lequel vos apprenants vont pouvoir évoluer. Donc, ça, c'était, je dirais, la mise en place, un exemple de tous les concepts du fil rouge de tout ce qui va suivre maintenant. Donc, comment on va impliquer réellement avec prêt-à-parler? Donc, je vais vous proposer quelques exemples concrets avant que vous n'imaginiez ces implications des apprenants. Donc, voilà, ça, c'est la deuxième unité sur le voyage, ou du moins sur les séjours à l'hôtel. Donc, présentation première double page. On a une photo d'un hôtel, comme on peut le voir en fait sur un site de réservation avec différents renseignements. Mais avant même de demander aux apprenants de regarder cette double page, on va pouvoir leur proposer des activités pour les impliquer dès le départ dans cet apprentissage-là. Donc, on va pouvoir commencer par exemple par un remue-ménage. Oui, mais vous allez me dire qu'ils sont au niveau A1. Donc, au niveau A1, faire un remue-ménage, c'est un peu compliqué. Mais là, pas de problème, ils prennent leur téléphone, ils vont sur Google ou leurs ordinateurs, s'ils les ont sur la main, ils vont sur Google, Google Translate ou une application s'ils ont envie, et ils vont chercher les mots en rapport avec l'hôtel. Ce qui serait intéressant aussi, c'est qu'ils puissent écouter, entendre le mot tel qu'il est prononcé. Et ce mot, ils vont pouvoir le noter sur un mur, donc on va pouvoir faire un mur, alors ça peut être un mur virtuel avec un Padlet ou un digipad, ou bien une grande feuille de papier. Donc ils vont pouvoir noter ces mots, et ce qui peut être très bien aussi, c'est de leur demander de dessiner le mot. Donc, de faire sa représentation. Si c'est une chambre, de dessiner la chambre. Si c'est un buffet, de dessiner le buffet de manière assez rapide. De manière à pouvoir associer le son, lorsqu'ils l'auront entendu, le mot écrit et l'image, sa représentation iconographique. Donc, comme ça, on active un peu tout ce qu'il faut pour pouvoir se remémorer en fait ce mot plus tard. Et il faut conserver ce travail-là. Ça, c'est important. Ensuite, en deuxième opération, on va pouvoir leur demander de présenter un hôtel qu'ils connaissent. Alors, où ils sont allés, qu'ils ont bien aimé, ou qu'ils n'ont pas aimé, pourquoi pas, ça peut être pas mal aussi. Un hôtel qui peut être intéressant pour loger des collaborateurs qui viennent en séminaire de travail, ou voilà. Donc, un hôtel qui pour eux représente quelque chose. Donc, niveau 1, toujours, hein, donc on reste toujours à un petit niveau, donc faire quelques recherches et présenter, toujours pareil, l'hôtel avec quelques mots, des dessins qui leur semblent le plus représentatif de cet hôtel. Toujours pareil, sur une feuille de papier à conserver, sur leur cahier par exemple, ou sur une feuille de papier. Si c'est en groupe, c'est encore mieux. Ensuite, troisième étape, observer l'image. Donc là, on ouvre le livre, on va observer l'image. Et on va pouvoir comparer l'hôtel que chacun ou que chaque groupe a présenté avec l'hôtel qui est présenté ici. Voir ce qui ressemble, ce qui différencie, sans forcément le verbaliser, mais simplement le voir, pointer du doigt, etc., repérer des mots que l'on a donnés dans le remue-ménage auparavant. Et voilà. Donc déjà, faire le lien entre ce que l'on a fait avant et l'ouvrage. Ensuite, après avoir observé l'image, manipuler les outils linguistiques. Ça, c'est l'exercice 2A, donc je ne sais pas si vous le voyez très bien, qui en fait propose d'écouter des phrases qui sont listées. Donc, on va écouter les phrases, on peut les lire en même temps, on va cocher les phrases que l'on a entendues. Donc, dans ces phrases, il y a une piscine, la piscine est grande, il y a un minibar, je ne les lis pas tout, mais il y a la climatisation, il n'y a pas, etc. Donc, vous voyez des petits réflexes communicationnels qui sont là. Il y a, il n'y a pas. La chambre est.
Donc, on a déjà des éléments qui apparaissent et qui sont là. Donc, on va pouvoir écouter l'audio. On peut aussi mettre en rapport l'image avec la phrase, s'il y a une correspondance entre les deux. Et à partir de là, on revient à son hôtel pour pouvoir le décrire en utilisant tous ces éléments-là. On a des mots du remue-ménage, on a déjà des éléments de la présentation de son hôtel, on a des structures proposées par Prêt-à-parler qui sont présentes dans l'exercice. Et donc, on peut s'amuser à décrire son hôtel avec des il y a, il n'y a pas, la chambre est, etc. Cette description, on va la préparer. Alors, ce qui serait le mieux, c'est de pouvoir la préparer à l'oral et de s'enregistrer à l'oral ou en vidéo et la préparer à l'écrit. Et ensuite, cadre authentique, acteur social, ça va être de la publier. Alors, la publier soit sur le blog de la classe, donc il faut ouvrir un blog avant de la classe, soit sur l'Instagram de la classe, si vous ouvrez un Instagram, le but étant que ces pages soient accessibles de tout le monde. Donc, on a affaire à des adultes ou à des grands adolescents. On ne vous demande pas de mettre forcément leur tête. Alors, pour la voix, il faut leur demander l'autorisation de publier leur voix comme ça pour tout le monde. Et puis, si vraiment ils veulent se filmer, vous leur demandez de mettre quelque chose devant le visage et comme ça, vous réglez en fait le droit à l'image. Le problème du droit à l'image, s'ils ont un masque ou quelque chose, voilà, pour pas qu'on les reconnaisse. Si ça les gêne vraiment. Pour les mineurs, c'est obligatoire. Et pour les majeurs, si ça les gêne vraiment, qu'ils se cachent de dos. Voilà. Et ensuite, vous allez, une fois que tout ça est publié, passer à la suite de cette unité-là. Et vous avez impliqué les apprenants dès le départ. Autre exemple, cette unité sur les loisirs. Donc là, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour que vous ayez le temps ensuite de créer vous-même, d'imaginer vous-même des implications. Donc les loisirs, donc toujours pareil. Avant d'ouvrir le livre, on va demander aux apprenants, alors ça peut être un remue-ménage, ça peut être un jeu qu'eux-mêmes peuvent créer. Donc, par exemple, un jeu de cartes, le mot du loisir, la représentation iconographique du loisir. Et après, on peut jouer à ce que vous voulez, hein, un jeu de mémorisation, on retourne une carte, on essaie de trouver l'équivalent. Ça peut être une sorte de jeu de cette famille, de jeu du loto, etc. Mais l'intérêt, c'est que ce soit eux qui aient créé eux-mêmes ce jeu de cartes, qui va être intéressant. Ensuite, on va pouvoir réaliser un sondage en classe. Qui fait quoi? Et puis, on va pouvoir ensuite analyser ce petit sondage en termes de pourcentage. Et on peut réaliser ce sondage en dehors de la classe. Alors, ça fait toujours peur. Si vous êtes dans un contexte francophone, ça fait très, 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 très peur aux apprenants. Donc, il faut un petit peu les booster pour qu'ils y aillent. Donc, auparavant, ça veut dire qu'il faut créer les questions. Donc, réutiliser ce que l'on a plus ou moins vu avant. Et puis, si vous n'êtes pas dans un contexte francophone, le sondage va être réalisé dans la langue des apprenants. Peu importe, hein. Ça peut être de l'espagnol, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens de pays hispanophones. Ça peut être en italien, ça peut être en grec. Voilà, peu importe la langue dans laquelle ce sondage est réalisé. En fait, de retour en classe, on va analyser ce sondage. Et là, l'analyse va se passer avec des mots français. Et on va faire de la médiation. On a eu des résultats dans une langue et on va transmettre cette information dans une autre langue, en l'occurrence le français. Donc, on travaille la médiation. Et puis, à partir de cette analyse de sondage, de tout ce petit calcul savant de pourcentage, on va pouvoir réaliser une infographie. Vous pouvez utiliser n'importe quoi, mais Canva, par exemple, c'est pas mal, ça va assez vite en fait, pour pouvoir réaliser des images. Donc, une petite infographie sur Canva. Chaque groupe peut réaliser la sienne, on peut voter pour la meilleure, on peut toutes les publier en ligne, que ce soit sur un blog, Instagram ou autre. On peut faire un petit commentaire audio aussi, les apprenants peuvent s'enregistrer, faire un petit commentaire audio. Donc voilà, les impliquer dès le départ. Et ensuite, on va pouvoir passer à la page de l'ouvrage, après t'as parlé, les loisirs des Français. Et là, on va pouvoir un peu comparer les loisirs. Est-ce que les Français font la même chose que nous ou pas? Est-ce que c'est différent? Donc voilà, ça peut aussi donner une petite ouverture interculturelle parce qu'en fonction des pays, du climat, etc., on n'a pas forcément les mêmes loisirs. Donc ça peut donner aussi déjà une petite explication, une petite ouverture interculturelle sur les pratiques. Alors là, c'est les loisirs, mais après, ça peut ouvrir la curiosité en fait sur l'autre.
Ensuite, autre exemple, ça c'est un exemple, c'est l'itinéraire touristique sur Lausanne. Donc là, ça se passe à Lausanne. Donc là, c'est pareil, avant d'ouvrir la page, enfin non, pardon, pas avant d'ouvrir la page. On ouvre la page, mais on ne va pas tout de suite aller en détail dans l'itinéraire touristique. On va demander aux apprenants en groupe de présenter leur ville. Alors, chaque groupe, un quartier, ça peut être plus intéressant en fait. Et pour cela, ils vont pouvoir utiliser les outils qui sont proposés dans l'exercice 5. Donc, c'est sur la page de droite. Donc, vous avez par exemple un quartier agréable, un château, un quartier piéton, des ruelles, etc. Ils peuvent aussi aller chercher eux-mêmes sur Internet des éléments. Ils peuvent feuilleter l'unité pour trouver d'autres éléments qui vont les aider à imaginer leur présentation de la ville. À partir de cette présentation de ville, pardon, je n'avais pas cliqué, ils vont pouvoir publier leur présentation. Toujours de la même manière, on publie sa petite présentation. Il n'y a pas besoin d'avoir 15 lignes, hein, 3 lignes, ça suffit largement. On est au niveau A1, donc on n'attend pas quelque chose d'extraordinaire. Hein. Enfin, pour eux, c'est extraordinaire, mais il ne faut pas non plus s'attendre à un niveau B2 en production. Et après avoir publié, on va visiter Lausanne. Donc, on va utiliser l'itinéraire proposé d'un prêt-à-parler. Et pour pouvoir faire quelque chose d'un peu plus concret, parce que suivant vos pays, je pense que Lausanne est très loin de l'imaginaire de vos apprenants. Donc, utilisez Google Maps, ou alors vous pouvez utiliser aussi, vous avez aussi OpenStreetMap qui permet de le faire, pour aller vous promener en vrai dans Lausanne. Donc, vous allez vous promener en vrai dans Lausanne. Pour Google Maps, alors j'utilise toujours ce terme-là parce que je ne connais pas le mot exact, mais vous prenez le petit bonhomme jaune et puis hop, vous le baladez et puis vous vous promenez en vrai dans Lausanne et vous réalisez le circuit touristique qui vous est proposé. Donc, à la fois, vous visitez et en même temps, ça travaille la compréhension parce qu'il faut faire ce qui est demandé dans l'itinéraire. Et ensuite, les groupes vont créer un itinéraire touristique sur leur propre ville, en prenant l'exemple de ce qui a été proposé, de ce qu'ils viennent de faire en fait finalement grâce à Prêt-à-parler. Donc chaque groupe peut s'occuper d'une demi-journée. Toujours pareil, on va pouvoir publier cet itinéraire touristique. Pourquoi pas le proposer à l'office de tourisme local. Pour des professionnels, ça peut être quelque chose d'intéressant lorsqu'ils ont des partenaires qui viennent les voir. Donc, ils peuvent montrer leur ville, faire visiter leur ville. Lors des journées de cohésion d'entreprise aussi, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc, vous avez ce prétexte-là aussi pour des professionnels qui peuvent vous rironner en vous disant « Oh, moi, ça ne m'intéresse pas de faire un circuit touristique. » Donc, vous voyez, attention, ça peut toujours être utile. Et ensuite, à la fin, on peut très bien participer, approche actionnelle, participer à un vrai forum de voyage. Donc, vous en avez plusieurs qui existent. Où on va pouvoir répondre à une question sur son pays, sur sa ville, ou poser une question sur une autre destination intéressante. Donc voilà pour cet exemple-là, pour l'itinéraire touristique. Autre exemple, à partir d'un audio. Donc je vais vous faire écouter l'audio, qui ne dure pas très longtemps. Écoutez bien. Activité 2. J'espère que ça marche. Aujourd'hui, c'est le 6 février, la journée mondiale sans téléphone portable. Je suis avec Ernest et Diane. Ils parlent de leur utilisation du téléphone portable. Alors, Ernest, est-ce que vous êtes une personne hyper connectée? Oh oui, je suis hyper connecté. Je consulte mon portable toute la journée. À la maison, au travail, dans les transports en commun. Et vous faites quoi? Je vais sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter. J'envoie des messages. Je lis l'actualité. Et vous, Diane? Moi aussi, je suis hyper connectée. J'ai toujours mon téléphone avec moi. Le matin, quand je me réveille, j'ouvre WhatsApp. La journée, je consulte tout le temps mon téléphone. Je lis mes mails, je regarde des vidéos, etc. Ah, moi, le soir, je joue à des jeux en ligne. Est-ce que vous passez parfois une journée sans téléphone? Oui, parfois je me déconnecte complètement. C'est difficile, mais c'est très positif. Moi, je ne peux pas. C'est impossible. Voilà.
Donc, une fois que là, vous l'avez écouté, vous avez tout compris parce que vous êtes à un très bon niveau de français. Par contre, les étudiants niveau 1, c'est pas sûr. Donc, ce qu'on va faire, on va les mettre en groupe et on va leur demander, alors, ou avant ou après. Après, c'est pas mal de leur poser ces questions-là. Donc, de repérer le nombre de personnes qui parlent. Est-ce qu'ils ont repéré le nombre de personnes qui parlent? Est-ce qu'ils ont repéré combien il y avait d'hommes, combien il y avait de femmes qui parlent? Est-ce qu'ils ont repéré des mots qu'ils connaissent? Donc, j'imagine que Twitter, ça va faire tilt. Ils vont comprendre tout de suite Twitter. Ils vont être tout contents parce qu'ils auront compris Twitter. On peut même leur demander s'ils ont repéré les intonations. Est-ce qu'il y a eu des questions? Est-ce qu'il y a eu des exclamations de surprise, voilà, ou de peur, ou autre chose? Donc, leur demander de repérer un petit peu tous ces éléments-là. Ensuite, on va éclater les groupes et refaire des groupes avec un représentant de chaque groupe initial. Donc, dans ce groupe-là, on va avoir un représentant du groupe 1, un représentant du groupe 2, un représentant du groupe 3, etc. Et là, on va leur demander de comparer leurs réponses. Tous ces éléments-là, le repérage du nombre de femmes, d'hommes, de personnes, les mots connus, etc. Et à partir de là, de commencer à faire des hypothèses sur le sujet. De quoi ça parle? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Une fois cette étape accomplie, on va refaire les groupes. On revient au groupe du départ. Et là, on ramène les réponses de tout le monde. Donc, on va recomparer les réponses de tous les groupes. Et on va continuer à creuser un peu les hypothèses sur le sujet. Et ensuite, à partir de là, on va pouvoir répondre aux questions de prêt-à-parler. Et comme il s'agit des habitudes de l'utilisation du smartphone ou du numérique, on peut reposer les questions du journaliste, on peut les reposer à la classe et faire un petit sondage rapide en classe pour voir comment ils utilisent en fait leur téléphone. Donc voilà. Donc vous voyez, en fait, à chaque fois, on part des apprenants pour aller vers le document. On ne va pas du document vers les apprenants. On ne prend pas le document comme modèle pour aller vers les apprenants. On part de l'apprenant, de son vécu, comme ce que j'ai vu tout au début, quelqu'un l'a mis au tout début, on parle du vécu des apprenants. Oui, c'est ça, on parle du vécu des apprenants, on part des apprenants pour aller vers les documents. Donc, à vous. Maintenant, ça va être vous allez devoir utiliser le chat, vos doigts sur le clavier et le chat. Donc, premier document que je vous propose, vous écrivez très très vite. Donc ça, c'est un document, c'est l'unité 7 et c'est un document sur les animaux domestiques. Donc ce document, c'est en fait, vous avez je ne sais pas compter, 4 grandes questions. Pourquoi voulez-vous un animal? Est-ce que vous avez de l'espace? Quel est votre budget? Est-ce que vous avez le temps? Voilà, en fait, c'est un peu l'argumentation pour choisir ou non un animal domestique à la maison. Donc vous, que feriez-vous pour impliquer les apprenants avec ce document, avec cette activité-là? Comment vous feriez? Donc, je vous laisse quelques instants dans le chat pour pouvoir y répondre. Vous pouvez mettre des mots sans expliquer en détail, juste des petits mots rapides. Demander les animaux connus. Donc, faire un remue-ménage, en fait, sur les animaux qu'ils connaissent. Sondage sur les propriétaires d'un animal, parler de leur propre animal, partager une photo de son animal domestique, oui. Ce sont des adultes, attention, on s'adresse à des adultes, gardez toujours ça en tête. Poser des questions au groupe s'ils aiment les animaux, lesquels, est-ce qu'ils en ont? Ouais. Les animaux de la famille. Oui, en fait, vous pouvez très bien faire un petit sondage, le matériel nécessaire pour avoir des animaux, oui. La place de l'animal dans la culture, oui, c'est bien. Niveau A1, j'ai un peu peur que ce soit un petit peu difficile. Donc peut-être en passant par des dessins pour expliquer un petit peu quelle est la place de l'animal. Oui. Quels sont leurs rapports aux animaux? Parler des animaux qu'ils ont. Oui, voilà. Donc, parler d'eux-mêmes, en fait, au départ. Donc, on peut très bien, effectivement, commencer par un petit sondage. Pardon. Oui.
je vais trop vite. Un petit sondage dans la classe, il y a un animal, quel animal, et puis noter les réponses au tableau sous forme d'un graphique, par exemple, pour que ce soit très visuel. On peut faire une infographie sur Canva, comment on s'occupe d'un animal. Donc, quels sont les soins à donner à un animal, à un chat, à un chien, à un lapin, par exemple, c'est pas la même chose. Et puis, éventuellement, pourquoi pas réaliser un quiz. Quel est l'animal parfait pour vous? Une sorte de quiz de personnalité en fonction des goûts, des loisirs, du métier, des allergies ou bien des questions un peu bizarres, en fait, du type est-ce que vous aimez les carottes? Oui, alors le lapin, il est fait pour vous. Donc, des petites choses un peu marrantes, un peu rigolotes comme ça, que l'on peut faire à un niveau 1. Et puis, on peut très bien publier ce quiz pour que d'autres puissent y répondre, pour que d'autres groupes, par exemple, qui apprennent le français, puissent répondre à ce quiz. Et donc là, comme on sort de la classe, on rentre dans la perspective actionnelle, dans l'approche actionnelle, pardon. Voilà, on sort un peu du domaine, du cadre précis, en fait, de l'apprentissage. Alors, un autre exemple pour vous. Ça, c'est l'unité 1. Bonjour, ça va, c'est la toute première unité. Toujours dans le chat. Cet exercice, qui est un exercice, alors je ne vous ai pas donné d'exemple encore, donc ça va être à vous de vraiment imaginer un exercice de grammaire. Donc vous avez des segments de phrases, des éléments de phrases, vous êtes, tu es, comment, etc. Et puis il faut assembler les pièces de ce puzzle à plat finalement, pour reconstituer des phrases. Alors à vous, c'est un exercice de grammaire, hein, tout bête en fait. Donc comment impliquer les apprenants dans un exercice de grammaire qui, en général, n'est pas très motivant pour les apprenants. Comment on peut faire pour les rendre vraiment actifs sans pour autant faire de la répétition, de la systématisation, en fait? Quelles sont vos idées? Faire entendre l'audio auparavant, jeu de rôle. Oui, on transforme un peu l'activité là. Mais oui, effectivement, le jeu de rôle permet de réutiliser toutes ces phrases. Alors, un exemple, en fait, c'est de transformer cet exercice en jeu. On a le modèle déjà, mais au lieu que ce soit vous qui prépariez toutes les pièces, vous passez des pièces vierges aux apprenants. Alors, en forme de carte, vous amusez pas à découper ça sous forme de pièces de puzzle. Et puis, ce sont les apprenants qui vont noter des mots, des éléments. Et puis, on place ces pièces dans une boîte. Alors, chaque groupe peut passer son jeu au groupe d'à côté et on peut y jouer comme au domino, par exemple, pour manipuler tous ces éléments d'une phrase. Et on va constituer la phrase avec des éléments, des pièces du puzzle. Donc, on a transformé cet exercice qui est un peu à plat dans l'ouvrage en quelque chose de concret, de réel. Et ce sont les apprenants qui l'ont créé pour les autres. Deuxième exemple, alors là, c'est le jeu de rôle. En petit groupe, jouer une scène dans un bar. Comment impliquer les apprenants? Parce que là, c'est pareil, il y a des professionnels qui peuvent vous rire au nez si vous leur faites faire ça. Ou des mères de famille, si vous avez un groupe de mères de famille, par exemple, qui ne sortent pas, elles vont vous rigoler au nez parce que pour elles, ce n'est pas concret tout ça, ça ne veut rien dire du tout. Donc, comment feriez-vous pour rendre ça concret, pour impliquer les apprenants dans ce type d'activité? Ouh, vous séchez. Ouais, ça devient compliqué là. Alors tout simplement, créer un bar. Ah oui. Un jeu de rôle, oui, voilà, faire tourner de brefs films. Voilà, très bonne idée. C'était celle que j'avais. Alors, il y en a sûrement créé un bar, je trouve que c'est pas mal. Ou si vous êtes dans un institut français ou une alliance française, vous allez au bar carrément, directement, et vous les faites jouer, enfin jouer, même pas, il faut les faire consommer. Donc, bon, éthiquement, c'est un peu, voilà, un peu sur la ligne rouge. Mais oui, les faire filmer, en fait, leur demander de se filmer. Parce que pour se filmer, il faut qu'ils soient contents pour ensuite partager ça aux autres. Donc, ils vont répéter. Donc, l'apprentissage va se réaliser de cette manière-là. Et ensuite, on peut voter pour la meilleure scénette. Parce que comme ça a été partagé, ça a été créé pour les autres. Donc, voilà. C'est plus motivant, en fait, que de jouer sa petite scène dans son petit coin de la classe sans que personne n'entende ou la jouer uniquement pour le prof. Donc, voilà, comment impliquer réellement les apprenants. Mais je retiens l'idée de créer un bar. Je trouve que c'est pas mal.
Et la toute dernière, donc ça c'est l'unité 4, c'est le quotidien. Voilà, toujours dans le chat. Donc en fait, cet exercice, on va associer, il y a deux descriptions de portraits, on associe le dessin ou la description au portrait correspondant. Comment faire pour impliquer les apprenants réellement dans cette activité-là, dans cet exercice, parce que là, il s'agit d'un exercice. Comment on peut faire? Décrire eux-mêmes, oui. Les faire se dessiner, oui. Faire un qui est, oui. Se décrire eux-mêmes, portrait robot, un élève décrit un autre, oui. Oui. Le jeu qui est, le portrait de son camarade, oui. Écrire la description d'un camarade, créer des avatars, oui. Créer des avatars, c'est bien, oui. Des formes de visage, décrire son binôme, etc. Oui. Alors, vous pouvez aussi varier et vous allez demander à chaque apprenant de choisir un personnage dans le livre. Donc, que ce soit un dessin ou une photo, d'écrire des acteurs, et ça continue à arriver. Donc là, prendre le livre, feuilleter le livre et choisir un personnage. Donc ça, il faut le faire à la maison. D'écrire son personnage à l'oral et s'enregistrer. Et ensuite, envoyer à l'enseignant, donc à vous, cet enregistrement audio avec 4 propositions de réponse. Donc, ça va, par exemple, c'est le numéro 1 de la page, je ne sais pas combien, 36, par exemple, le personnage en haut de la page 52, etc. Donc, ils envoient leur description orale, 4 propositions de réponse, avec la bonne à l'intérieur, évidemment. Et ensuite, vous récoltez toutes ces questions et vous réalisez un questionnaire en ligne sur Google, par exemple, Google Forms, pour ça, c'est pas mal, puisqu'on peut mettre, la question peut être audio, les propositions de réponse. Et ensuite, ça vous fait un questionnaire complet. Et tous les apprenants vont pouvoir répondre à ces questions. Alors, ils vont pouvoir répondre à la maison, parce que ça demande un petit peu de temps pour aller rechercher les personnages dans l'ouvrage. Il faut tout feuilleter pour retrouver le personnage qui correspond à la description orale. Mais là, vos apprenants auront produit à l'oral, et ils auront aussi travaillé la compréhension orale, et en même temps, ils auront manipulé l'ouvrage, ils se seront vraiment mis à l'aise en fait avec cet ouvrage, ils l'auront pris en main pour à la fois chercher les personnages le personnage à décrire et chercher le personnage qui est décrit dans cette activité-là. Donc, on va un petit peu au-delà du jeu. On leur fait créer vraiment eux-mêmes un questionnaire pour les autres. Donc, ils sont complètement impliqués dans l'activité. Pas simplement en tant que, je dirais, réalisateurs de l'activité, ils sont aussi créateurs de cette activité-là. Donc, voilà, pour toutes ces idées, les idées que vous avez partagées. Donc, on arrive à la fin. Je pense qu'il vous reste encore un peu de temps, ou très peu de temps pour les questions. Alors, juste quelques mots-clés. Donc, l'important, c'est de partir des apprenants pour aller vers le document. Alors, quelques mots-clés intéressants. Important, j'espère que je vais garder ma voix. En fait, l'implication des apprenants se réalise toujours grâce à la communication qui a lieu entre les apprenants réellement. Et cette communication, elle a toujours lieu avec de la manipulation. Le mot va arriver là. Voilà, la manipulation dans le cadre d'une contextualisation. Et cette contextualisation doit être aussi authentique que possible, aussi plausible que possible et aussi acceptable que possible pour votre public d'apprenants. Il faut également qu'elle soit réalisable. Et donc, pour être réalisable, les activités et les tâches proposées doivent mettre les apprenants en action. Donc, c'est tout ce qu'on a vu dans tous les exemples ici. Donc, ils ont vraiment agi. Ils ont été réellement acteurs. Donc, être en action dans le but de produire une réalisation qui puisse être transposable
dans le monde réel de vos apprenants, de votre public. Et c'est cette transposition possible qui va donner du sens aux apprentissages. Donc voilà, ça, ce sont les mots-clés en fait à avoir en tête pour se souvenir comment on peut impliquer les apprenants dans leur apprentissage à partir de prêt-à-parler qui vous donne des réflexes communicationnels. Et voilà. Merci beaucoup et merci pour toutes vos idées que vous avez partagées. Et je rends la parole à Séverine. Oui, bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoute, Isabelle, t'as tellement proposé d'interactions, les profs étaient tellement dans la dynamique que tu as proposée que j'ai eu quelques questions auxquelles j'ai répondu. Mais voilà, finalement, j'en ai pas reçu à partager avec l'ensemble des participants via l'icône questions-réponses. Donc, je propose, je vais demander à ma collègue Maria Vittoria Ambrosini, qui est là aujourd'hui et qui assure toute la partie technique, si elle veut bien de toute façon conserver le chat ouvert. Et finalement, voilà, si quelques personnes ont des questions complémentaires, qu'elles les partagent. Et sinon, en attendant, je vais vous rappeler, d'ailleurs, te remercier Isabelle, c'était vraiment bien, ça m'a permis, moi qui commence quand même à bien connaître Prêt-à-parler, à avoir un autre regard justement sur le contenu, à penser à justement toutes ces adaptations possibles au contexte des professeurs. Donc, c'était vraiment très, très intéressant. Donc voilà, tu vois, des remerciements aussi de la part des personnes qui ont participé. Donc, j'en profite, soit vous avez une petite question, soit j'en profite pour faire un petit rappel de ce qui va suivre cette rencontre virtuelle FLE. Donc, soyez attentifs à votre email, puisque vous allez recevoir un email vous informant, comprenant votre certificat d'inscription. Vous aurez aussi la possibilité de demander un code d'accès démo de 3 semaines pour feuilleter les niveaux A1 de différentes collections des éditions Maison des Langues. Vous aurez un petit questionnaire de satisfaction aussi visant plus à évaluer des aspects techniques de cette session. Et voilà, il y a eu quelques personnes pendant la session qui avaient des problèmes de son et tout ça, donc ne vous inquiétez pas. Cette session a été enregistrée, donc dans quelques jours, on mettra le replay en bon français sur notre chaîne YouTube, d'accord? Donc, vous pourrez la réécouter et on mettra ce même enregistrement et le PowerPoint à disposition sur l'espace formation de l'espace virtuel. Donc voilà, et si, tu vois, il y a des gens qui te connaissent Babelweb, depuis Babelweb. Voilà, c'est ça aussi, c'est dans ce projet qu'on s'était connus. Et juste vous dire d'ailleurs, voilà, que si vous voulez découvrir le prêt-à-parler. Alors, j'ai oublié d'enlever mon floutage, mais bon, vous avez voilà, cette magnifique couverture, le prêt-à-parler A1 et le prêt-à-parler A2 livres de l'élève qui sont disponibles. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie d'en savoir plus sur cette nouvelle collection, sachant que le niveau B1 est prévu pour début 2024 et le B2 fin 2024, je pense début 2025. Voilà, et ben écoute, merci beaucoup Isabelle. Je vois, voilà, tout le monde a trouvé ça très intéressant, très édifiant. Donc voilà, je crois qu'on peut être content de ce rendez-vous d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous qui avaient pris du temps pour être avec nous aujourd'hui depuis les 4 coins de cette belle planète. Donc voilà, merci beaucoup. On va se quitter en musique parce que certains participants aussi ont apprécié la playlist que l'on a proposée. Donc voilà, on se quitte en musique et puis à très bientôt. Soyez attentifs à nos plannings de formation puisqu'on a encore de nombreux rendez-vous qui vous attendent en juin. Donc, que ce soit rencontre virtuelle ou atelier virtuel FLE. On a un atelier virtuel FLE le 14 juin. Donc, voilà, soyez attentifs. Et puis j'espère qu'on se reverra en ligne de toute façon. Et puis, il y a ce mois de juillet aussi qui approche avec pas mal d'événements présentiels, notamment en France, au Cavillam, au CLA. Il y a le Belk, à Sèvres. Donc, voilà, on aura peut-être l'occasion de se rencontrer en personne dans quelques temps. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Merci encore Isabelle. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.